Bien, on va donc commencer. Je veux vous souhaiter avant toute chose la bienvenue dans notre Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour cet hommage à Françoise-Hélène Jourda, organisé en association avec l'Académie d'Architecture, dont je suis heureux d'accueillir le président Paul Quintran, l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, dont je salue la directrice Nathalie Mesureux, la Fondation Locus, je salue sa présidente Yana Revedine, qui est toujours la bienvenue ici. Je suis heureux d'accueillir Agnès Vince, directrice de l'architecture au ministère de la Culture et de la Communication, qui représente Fleur Pellerin. Et je ne sais si elle est déjà parmi nous, mais Emmanuel Cos doit nous rejoindre, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Je salue également Wolfgang Winter, directeur du département Conception structurelle et ingénierie du bois de construction à l'Université technique, la TU de Vienne. Je remercie chaleureusement les organisatrices de cet hommage, Raphaël Laure Pérodin, architecte, et Marie-Hélène Contal, directrice du développement culturel de la Cité de l'Architecture, ainsi que tous les participants, les modérateurs des 3 tables rondes qui rythmeront cette rencontre. Les chemins de Françoise-Hélène Jourda ont croisé à plusieurs reprises ceux de l'IFA puis de la Cité de l'Architecture. C'est l'IFA qui organisa la première exposition Jourda-Pérodin en 1980. C'est la Cité de l'Architecture qui présenta l'exposition manifeste conçue par Françoise-Hélène Jourda pour la Biennale de Venise en 2004. C'est aussi à la Cité de l'Architecture que Françoise-Hélène Jourda fut proclamée lauréate du Global Award for Sustainable Architecture dès la première session de ce prix en 2007 à l'instigation de Yana Revedine. Françoise-Hélène était restée très proche des lauréats du Global Award. Elle était un membre très actif de leur collège. Elle était également présente dans l'exposition Réenchanter le monde, conçue par Marie-Hélène Contal et présentée ici même voici un an. Je veux, pour introduire vos échanges, évoquer les 3 domaines auxquels reste attachée la mémoire de Françoise-Hélène Jourda, qui seront aussi les thèmes des tables rondes de cet après-midi, l'architecture écologique, l'engagement, l'enseignement. Vous rappellerez tout d'abord l'action pionnière qui fut celle de Françoise-Hélène Jourda en matière d'architecture écologique, domaine qui, dans la France des années 1980 et 1990, a encore bien peu d'écho. Françoise-Hélène devient alors militante d'une double cause, de l'écologie dans l'architecture et de l'architecture chez les écologistes. Cette période est jalonnée pour elle de projets emblématiques, l'école d'architecture de Lyon en 1985 avec sa double façade climatique, l'université de Marne-la-Vallée, le palais de justice de Melun, l'académie du Mont-Cenis à Herneux dans la Roure, les serres du jardin botanique de Bordeaux équipées de panneaux photovoltaïques. Le contexte change dans les années 2000, la conscience de la fragilité du monde, de l'épuisement des ressources et des espèces a fait son chemin. La cause anthropique s'impose progressivement comme une évidence dans l'interprétation du dérèglement climatique. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, établit que la construction, la maintenance et la transformation des bâtiments sont responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre et de 40% de la consommation mondiale d'énergie. Les architectes ont donc un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique, pour adapter l'environnement bâti, accélérer la transition vers des sociétés sobres, durables, solidaires. Et Françoise-Hélène Jourda leur montre le chemin, d'abord dans sa pratique, à Saint-Denis, en construisant le premier immeuble à énergie passive de notre pays, à Lyon, dans son projet pour l'hôpital privé Jean Mermoz, avec ses bâtiments en bois et son jardin suspendu, à Paris, avec la Halle Pajol, qui associe techniquement et architecturalement le métal de la charpente, le bois de la façade porteuse et les dalles en béton qui confèrent à la fois une inertie thermique au bâtiment et un confort d'usage aux futurs occupants. La démarche de Françoise-Hélène Jourda est holistique. La conscience environnementale est enracinée chez elle dans l'expérience fondatrice de l'enfance à la campagne, dans cette maison familiale où l'on récupérait l'eau de pluie, où l'on économisait la terre, où l'on ménageait les ressources. L'architecture écologique vise, pour elle, à permettre aux humains de retrouver une unité perdue
avec le milieu vivant, à favoriser une conscience de l'entrelacement entre soi et le monde. Je ne comprends pas, disait-elle de sa voix douce, je ne comprends pas comment on peut faire une façade nord et une façade sud identiques. Pour moi, c'est impensable. Les troncs d'arbres non taillés de l'Académie du Mont-Cenis en Allemagne permettent certes d'utiliser le moins d'énergie possible. Ils sont donc efficaces. Mais ils font aussi écho à la culture et à la mythologie germanique du Wald, qui imprègne tout autant la Valkyrie que l'univers des frères Grimm, avec leurs hêtres, leurs chênes inquiétants, leurs sapins semblables à des soldats. Au-delà des projets qu'elle réalise, Françoise Hélène n'hésite pas à prendre la parole pour défendre cette conviction. Dans le préambule de l'exposition du pavillon français à la Biennale de Venise de 2004, elle écrit ceci: « Le développement durable, s'il était véritablement pris en compte dans l'ensemble de notre cadre de vie, à toutes les échelles de l'aménagement, c'est-à-dire du territoire jusqu'à l'objet, serait susceptible de transformer profondément la ville, le paysage, l'habitat, les lieux de vie. » 3 ans plus tard, le rapport qu'elle remet à Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, fait date. Françoise Hélène y propose d'importantes mesures: création d'un label développement durable de la construction, prise en compte d'un volet développement durable à fournir lors du dépôt d'un permis de construire ou de démolir, élaboration de nouvelles réglementations thermiques afin de favoriser la rénovation énergétique du parc existant, ou encore création d'une agence gouvernementale du développement durable de la construction. Sous ces conditions, conclut son rapport, je la cite encore, le secteur de la construction en France pourra, en une douzaine d'années, devenir responsable et exemplaire, prouvant ainsi qu'il est possible de vivre et de travailler dans des bâtiments confortables et sains, sans effet dommageable pour la planète, en préservant les ressources et donc la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. 8 ans plus tard, le combat est loin d'être gagné. Certes, on utilise davantage le photovoltaïque, certes, on sait construire des bâtiments énergétiquement efficaces, mais la quasi-totalité des édifices existants restent des passoires thermiques. Et nous sommes encore loin de pouvoir prétendre laisser aux générations futures la possibilité de répondre à leurs besoins. Le développement durable pour Françoise Hélène Jourda, ce n'était pas seulement le combat de la protection de l'environnement, c'était aussi celui de l'habiter, du savoir habiter ensemble cette planète que nous avons en partage. Relisons les scénarios qu'elle avait imaginés voici 11 ans pour les ateliers organisés dans le cadre du pavillon français de la Biennale de Venise. Dans le programme de l'atelier 2034, figurait, je cite, la construction de 1000 logements unipersonnels accueillant les travailleurs migrants. Celui de l'atelier 2064, dont faisaient partie notamment Marc Barani et Pascal Rollet, qui interviendront tout à l'heure, demandait de créer les conditions d'accueil d'une population de 2000 familles immigrées de Chine centrale, les loger, construire des espaces publics et les équipements nécessaires à leur nouvelle vie. En intégrant alors la question des migrations à sa réflexion, Françoise Hélène Jourda montrait aussi combien, dans son esprit, la ville durable est adossée aux notions d'équité, d'altérité, de mixité. Penser durable, nous disait-elle ainsi, c'est activer un double rapport à l'avenir et à l'éthique. Françoise Hélène Jourda fut une architecte engagée, vous y reviendrez, une architecte n'hésitant pas à quitter sa posture d'expert pour défendre une position culturelle et sociale. Mais elle fut aussi, avant tout, une femme engagée. Je retrouve dans sa bienveillante ironie sur le monde les traits de ce génie féminin qui, selon Julia Krusteva, relie les œuvres d'Hannah Arendt, Mélanie Klein et Colette. L'attention portée au lien et à l'objet plutôt qu'à la solitude ou à l'incantation solipsiste et au drame de la subjectivité, le rapport à la temporalité du commencement qu'apporte l'expérience décisive de la maternité. Une mère, écrit Kristeva, aime avant tout l'éclosion. Le cadre d'une passion, le cadre de l'amour, comme celui de la société, lui paraissent restreints. Son cadre à elle est celui du commencement cosmique. Cette temporalité du commencement n'est-elle pas aussi celle du projet d'architecture? Une mère, c'est aussi quelqu'un qui transmet. Tel est le lien que tisse Hannah Arendt entre l'éducation et la natalité. Naître, c'est faire advenir une singularité, c'est rompre la chaîne tant biologique qu'historique. Des êtres humains entièrement nouveaux doivent recevoir l'héritage du monde dans lequel ils arrivent.
L'éducateur, précisément, est celui qui fait le lien entre passé et présent. Il doit affirmer l'autorité du passé, rappeler l'importance du déjà là, mais il doit aussi préparer des êtres en devenir à opérer à leur tour le devenir du monde. Françoise-Hélène Jourda fut une grande enseignante. Vous le rappellerez lors de la 3e table ronde. Pour elle, enseigner le projet d'architecture, ce n'était pas exiger des étudiants une simple attitude d'imitation, c'était leur donner une capacité d'évaluer leur projet dans son impact sur la planète, d'en mesurer les conséquences sur les habitants, le milieu, l'écosystème global et les ressources. Elle répondait ainsi par avance à l'appel de Nancy, avant même que celui-ci ne soit lancé en 2006, à l'initiative de quelques enseignants d'architecture, parmi lesquels Dominique Gauzin-Muller, que je salue, appel qui invitait les écoles d'architecture à repenser leur enseignement en élaborant, je cite, « une nouvelle éthique, fondement d'une pédagogie conforme aux objectifs d'un développement durable et équitable ». Vous évoquerez aussi sans doute le concours Blue Award que Françoise Hélène lança en 2009 à la TU de Vienne, université dont elle dirigea longtemps le département architecture et développement durable. Bleu comme son regard qui ne mentait pas, bleu comme une orange, bleu comme Blue Marble, cette photographie du globe terrestre centrée sur l'Afrique, réalisée par l'équipage d'Apollo 17. Nous étions en 1972. C'est peut-être en voyant cette photo que Françoise Hélène décida de devenir architecte. Ainsi nous apparaissait alors la Terre, notre écoumène, une planète qui s'impose comme la demeure spécifique de l'être humain. J'en termine, je forme le vœu que cette rencontre permette, grâce à vos interventions, de retrouver le temps sensible de la présence de Françoise Hélène Jourda parmi nous, mais aussi, grâce à la réactivation de sa pensée, de regarder vers l'avenir. Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence et je vous souhaite de bons débats. Les berges du Rhône, à Lyon. C'est ici que s'est lancée la carrière de Françoise-Hélène Jourda dès l'âge de 25 ans. Et c'est ici que sont nées de nombreuses œuvres portant sa signature. Pour moi, être architecte, c'est d'abord être celui ou celle qui va construire un monde meilleur pour les autres. Ce sont ceux qui vont utiliser le bâtiment, mais c'est aussi toute la société environnante. C'est là vraiment une responsabilité qui est à la source même du travail des architectes. Bien sûr, les architectes sont aussi des créateurs, des auteurs, comme on dit, mais avant tout, ils sont là pour créer les lieux de vie. Chantier de l'hôpital privé Jean Mermoz, à Lyon. Là, c'est mon bâtiment. Là, c'est vraiment... Enfin, il manque encore tous les brise-soleil, parce que là, ça fait un petit peu gris là, devant. Hein. Mais quand il va y avoir tous les brise-soleil dessus, ils vont donner du relief. L'intégration des sujets du développement durable dans un hôpital est une chose très très difficile. Parce que l'hôpital est en lui-même un objet déjà très technique, qui est soumis à un très grand nombre de règles de toutes sortes, et en particulier liées à l'hygiène. Et au niveau des matériaux, on a réussi à faire une chose quand même assez formidable, c'est d'avoir un niveau totalement planté, et c'est le niveau du plateau technique, là où se trouvent les salles d'opération et les salles de radiologie, qui est planté d'une grande toiture sur lesquelles vont pousser diverses plantes. Et dans ce parc, ce jardin suspendu, se trouvent les chambres des malades, des gens qui auront été opérés là, et qui là sont construits dans des pavillons en bois. Je crois que le bois est un matériau qui peut peut-être aider à guérir. Le musée et les serres du Jardin botanique de Bordeaux. C'est la première structure en France à être équipée de panneaux photovoltaïques en toiture. J'ai d'une part fait une architecture qui est très en rapport avec la nature, avec des objets qui sont disposés un peu comme s'ils étaient là naturellement.
Et puis j'ai pu très vite convaincre la mairie de Bordeaux que l'on pouvait, pour ce bâtiment, faire une architecture exemplaire en matière de développement durable. Toutes les fois que j'ai dû introduire une technique, un matériau, un système énergétique qui allait dans le sens du développement durable, il a fallu soit que je me batte très très fort, soit au contraire que je cache le sujet. Dans le musée botanique de Bordeaux, j'ai installé récemment 750 mètres carrés de cellules photovoltaïques intégrées à la toiture. Il a fallu se battre 5 ans pour les obtenir et il a fallu attendre 7 mois avant qu'EDF ne daigne venir les connecter. Donc encore aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui s'est passé il y a 1 an, c'est encore un sujet de bataille permanente. Des grands cailloux, une folie de l'architecte, abritent restaurants, salles de conférences et ateliers pour enfants. L'idée des cailloux, je dois l'avouer, c'est aussi un désir personnel. Voilà, c'est une forme qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'exprimer. D'ailleurs, je l'ai fait aussi à Lyon. Généralement, je le fais 2 fois. Maintenant, j'ai plus envie de faire de cailloux. C'est bon, c'est sorti. Ça, c'est, on va dire que c'est mon attitude d'artiste. Voilà. Changement de pays et d'ambiance. Nous sommes à l'Académie Mont-Cenis, près de Düsseldorf, en Allemagne. Ce bâtiment multifonctionnel intègre centre de formation, mairie, bibliothèque et hôtel. Françoise Hélène Jourda n'a pas revu son bâtiment depuis 8 ans. Ça fait drôle. Il me semble petit le bâtiment quand je le vois maintenant. C'est... oui. J'avais le souvenir de quelque chose de beaucoup plus grand. Il est comme je voulais qu'il soit. Il a vieilli. Et moi, j'aime les vieux bâtiments. Et je trouve que la qualité d'un bâtiment se voit justement quand il prend de l'âge. C'est la première fois que j'ai utilisé des troncs d'arbres directs ici. Et au départ, la raison est une raison purement écologique. C'est d'apporter le moins d'énergie dans le bâtiment, le moins d'énergie possible. Donc finalement, ces troncs, les recouper, les tailler, n'apportent rien au niveau de la structure même du bâtiment. La température est douce. Alors aujourd'hui, on a la température à peu près de l'extérieur, sans le vent et sans la pluie. En hiver, bien sûr, il fait plus chaud. En été, quand le soleil tape, il fait 1 degré de moins qu'à l'extérieur, normalement, d'après les calculs. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Grâce au bassin, qui permettent de rafraîchir naturellement l'air ambiant par évaporation. 10 000 mètres carrés de cellules photovoltaïques sur le toit. C'est la plus grande centrale de cellules photovoltaïques au monde, intégrée à un seul bâtiment.
dans ma vie familiale, chez mes parents, chez mes grands-parents, qui vivaient à la campagne. Eh bien, on récupérait l'eau de pluie, on économisait la terre, on économisait l'eau. Donc, on se comportait dans un respect qui était de l'ordre de l'économie de moyens, bien connu dans le monde de la campagne, qui m'a du coup conduit à trouver assez naturel cette idée de la gestion des ressources en général. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie sprechen so über Vous parlez de cette colonne? Oui, nous sommes en train de visiter le bâtiment. C'est ma classe. Ils s'y intéressent beaucoup, notamment pour sa technologie. Für die Technik ein wenig. Je suis l'architecte. C'est vrai? Super! Und ich muss sagen, dass Je suis ravie de retrouver mon bâtiment, de voir comment il est devenu. J'ai l'impression que les gens sont contents de venir, de découvrir ce type d'architecture. La lumière naturelle se diffuse partout à Moncenis. Au sommet de la bibliothèque, un film holographique la conduit jusqu'au sous-sol. il faut arrêter absolument de construire des bâtiments qui ne bougent plus. Arrêter de faire des monuments. Arrêter de croire en tant qu'architecte que ce qu'on va faire va durer des siècles. C'est l'histoire qui fera que le bâtiment restera ou ne restera pas tel qu'il est. Moi, je souhaite en tout cas qu'il vive. Il vivra sans moi. Moi, je vais mourir dans quelques dizaines d'années quand même. Mes bâtiments, ils vont durer plus longtemps. Ou peut-être pas. Peut-être démolis dans 5 ans, démontés dans 5 ans, recyclés dans 5 ans. Il n'empêche que je les aurais faits, ça me suffit. Bonjour, et merci d'abord d'être venus si nombreux de France et je crois d'Allemagne. Nous avons découvert tout à l'heure que de très nombreuses personnes qui ont travaillé avec Françoise Hélène sur ce bâtiment que vous avez vu sont présents aujourd'hui. Je les salue aujourd'hui en français. Et donc merci à la Fondation Locus pour ce film, puisque c'était un film qui a été produit dans le cadre des Global Awards for Sustainable Architecture. Ce film date de 2008. Je pense que je ne l'ai pas revu sans émotion. Donc nous avons en effet... Parce que beaucoup de personnes ont sollicité, nous ont fait savoir ici à la Cité d'Architecture cet hommage à Françoise Hélène Jourda, qui a disparu donc au début de l'été. Et nous avons travaillé à cet hommage avec, bien sûr, en étroite collaboration avec Raphaël Laure et Gilles Perrodin, qui sont présents de cette première table ronde. Et l'idée, c'était qu'on se réunisse pas pour pleurer. Mais comme ça a été bien évidemment présent dans le film et comme Guy Amsterdam l'a rappelé auparavant, nous saluons une personne de combat, un rien guerrière d'ailleurs, une personne d'action, une femme d'action. Et l'idée était d'organiser cet hommage peut-être autour des 3 thèmes qui ont compté dans sa vie et avec vous, par exemple, dans cette première table ronde et dans les suivantes, d'imaginer comment ce qu'elle a fait va se poursuivre. Elle a fait des innovations, elle a soulevé des débats, et pas des moindres. Il faut continuer, et c'est un petit peu le sujet qui nous réunit tous aujourd'hui. Alors, cette première table ronde que nous avons évidemment consacrée, Françoise Hélène Jourda égale architecture, et égale architecture écologique. Elle réunit, je m'en suis aperçue à la fin, pardon de le dire, elle réunit des très proches aussi, de très proches de Françoise Hélène. Pour parler de cette dimension-là. Donc je crois que pour peut-être avant de commencer, je demanderai à chacun des participants de se présenter. Et bon, beaucoup de personnes connaissent Françoise Hélène, connaissent les participants à ces débats, peut-être de se présenter à travers la rencontre qu'ils ont eue avec Françoise Hélène, comment ils se sont connus, quels souvenirs ils ont aujourd'hui, peut-être rapidement, dans un premier temps. Présentez-vous peut-être en nous rappelant chacun quand et comment vous avez connu Françoise Hélène. Voilà. Jean-François peut-être,
Jean-François Pousse, critique d'architecture, compagnon de route. Non mais c'est assez beau, ça marche. C'est assez beau parce que c'est quand même Jourda et Pérodin, Pérodin et Jourda. Bon, donc on va célébrer les deux ce soir. Et parce qu'ils ont de la valeur tous les deux. Regardez l'œil de droite là-haut. C'est l'œil de l'affection, de la sensibilité, d'une certaine douceur. Et l'œil de gauche, c'est un œil dur, c'est un œil de femme décidée, c'est une femme forte, c'est une femme battante. Moi, j'ai connu Françoise à cause de Gilles, qui était sur une péniche sur la Seine, et c'était une péniche qui tanguait, non pas dans la longitude, mais dans le côté transversal à cause des autres péniches qui passaient. Et j'avais un mal au cœur épouvantable. Et Gilles était désagréable comme il n'est pas possible. Et moi, j'étais journaliste et j'étais là, je voulais comprendre et tout. Et Gilles m'avait dit, il me regardait un peu distant. Il m'avait dit, Pousse, j'ai rien à te dire, va voir mes bâtiments. Voilà, c'est tout. Et comme ça, j'ai rencontré ensuite Françoise Hélène. Voilà. Merci. Marc Barani. Oui, mais j'ai rencontré... Architecte, bien sûr. J'ai rencontré Françoise avec Pascal, d'ailleurs, on s'est rencontrés là-bas. On se connaissait un peu, mais surtout à l'occasion de la Biennale de Venise et des ateliers qu'on a fabriqués à la Biennale de Venise. Donc elle a quand même réussi à faire un exploit, c'est de faire travailler des architectes dont on sait qu'ils ont plutôt l'habitude de travailler de façon individuelle, en groupe, et de faire en sorte que chaque groupe travaille sur le travail qui avait été fait par les autres. Et j'ai pu mesurer à ce moment-là à quel point elle était militante, à quel point elle avait une autorité souriante et comment elle savait tenir une ligne, un engagement, et nous amener finalement à produire dans des temps records un travail qui avait été intéressant. J'ai compris à ce moment-là aussi que le développement durable, je ne l'avais pas bien identifié de façon assez claire, c'était la fin de la modernité. La modernité dans le sens de la table rase, dans le sens des systèmes de production, une vision du monde. Et Françoise portait ça, vraiment. Et cette vision, elle s'est accomplie, enfin la manière dont je la voyais, elle s'est complétée d'une dernière expérience qu'on a eue ensemble avec Philippe Madec, Françoise et moi, sur un concours qu'on a fait à Notre-Dame-du-Lot. Il s'agissait de faire une église, ou enfin ce qui s'apparentait à une église dans un lieu saint. Et là, je me suis rendu compte qu'elle était portée par la foi. Et que tout ce qu'elle peut dire sur le regard attentif qu'elle porte à l'humain, sur l'idée de sauvegarder la planète, sur un regard de l'architecture qui doit être lié à ce qui est au-delà d'elle-même, sur le fait, elle l'a dit dans le film, que les choses doivent se transformer, sur la catégorie du vivant comme étant la catégorie première pour l'architecture, c'était en grande partie nourri par ça. Alors Raphaël, tu ne vas pas nous faire croire que le premier jour où tu as rencontré Françoise Hélène, tu t'en souviens? Elle s'en est souvenue longtemps, je crois. Moi, c'est plus ténu, c'est au fond de moi. J'ai éclos, pour reprendre les termes de Guy Anselme, que je voudrais remercier pour ce très beau discours d'introduction. Vraiment très, très bien écrit et très touchant pour nous. Donc oui, moi je suis Raphaël Pérodin, je suis donc sa fille et sa fille aînée. Et puis je ne suis pas la seule à avoir éclos, on est 4 à avoir éclos, j'ai 3 frères. Et parmi ces 4 enfants, on est 4 architectes, et puis le 3e, quelque part, il est architecte à sa manière, architecte virtuel. On a donc... on est aujourd'hui... Oui. On est aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez, tous dans une certaine continuité et en même temps dans la différence aussi. Mais voilà, Françoise Hélène Jourda, elle laisse derrière elle des bâtiments, et puis des enfants, et puis des petits-enfants aussi. Voilà, le travail continue. On parlera tout à l'heure de ce qu'on a partagé ensemble dans notre vie professionnelle, puisque j'ai eu la chance d'être associée de l'agence depuis une dizaine d'années. Donc on a partagé quelques années de travail aussi. Voilà. Paul Quintran, président de l'Académie d'architecture. Avant de connaître Françoise Hélène Jourda, évidemment j'avais remarqué ses œuvres, l'école de Lyon, puisque j'ai enseigné à Lyon, donc j'ai vu naître cette nouvelle école. Et puis votre maison aussi, qui m'avait frappé. Et puis Hélène, je l'ai connue évidemment, parce qu'un jour elle est venue... Nous l'avons installée à l'Académie d'architecture. Et là, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec elle, puisque j'avais organisé 2 séminaires. Un séminaire sur l'enseignement, puis un séminaire sur le développement durable. Alors, j'ai le souvenir... Alors, au-delà de son sourire qu'on
qu'on voit partout. J'ai d'elle un souvenir de ce sourire, c'est vrai, mais un sourire qui était toujours marqué d'une certaine inquiétude, en même temps d'une certaine volonté d'agir, quoi. C'était pas un sourire béat, quoi, voilà. C'était toujours, j'ai d'elle une image extraordinaire de sa façon de parler, de convaincre, etc. Et je me souviens que son plaidoyer pour l'enseignement était assez étonnant à l'époque où nous... C'était à l'époque du LMD, là, il y a quelques années. Et son plaidoyer pour l'enseignement ressemblait à son plaidoyer pour le développement durable, puisque son leitmotiv, c'est la culture européenne. D'abord, évidemment, l'insertion de l'enseignement à l'université, on n'y est pas encore ici, mais c'est vrai qu'elle plaidait pour ça. Mais elle parlait toujours de culture, de culture. Et dans le développement durable, c'était aussi ça. C'était aussi ça. Et notamment dans ces derniers bâtiments où on voyait que sa vision du développement durable, c'était pas du tout l'application de la réglementation, comme certains le subissent, mais au contraire, cette énergie à gérer les matériaux et à penser aux gens qui vont y habiter. Merci. Gilles? Bien. 2 minutes, Gilles. On t'avait donné 3 heures, mais... Alors en 2 minutes, j'ai rencontré Françoise tout simplement à l'école d'architecture. Nous étions tous les deux étudiants et on s'est rencontrés dans des circonstances qui témoignaient déjà de sa manière de vouloir être dans la vie, puisque c'était un moment où on avait décidé de remettre en question l'enseignement de l'architecture. Donc on était partis tous les deux, voilà, à remettre en question, et c'est comme ça qu'on a commencé. On va en parler beaucoup aujourd'hui. Oui, voilà. Merci, merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est préparé par Gilles Pérodin et par Raphaël-Laure Pérodin. On va revenir sur les projets qui ont été construits dans le premier cycle, effectivement, en association avec Gilles Pérodin. Tu vas les montrer maintenant. Ensuite, Raphaël-Laure vous présentera le second cycle de projets qu'elle a mené avec l'agence JAL, n'est-ce pas, JAP, pardon, JAP. JAP. Et je vous propose qu'on regarde ces projets ensemble et que peut-être qu'on les commente. Voilà. Et entre nous, parce que je crois que vous êtes nombreux à avoir des choses à dire sur ce parcours, qui va donc nous être présenté. Et je tiens à dire aussi que de très nombreux amis de Françoise-Hélène Jourda sont présents, donc n'hésitez pas, si vous voulez aussi, si vous avez à propos d'un bâtiment quelque chose que vous souhaitez dire ou rappeler ou préciser peut-être, vous avez la parole. Donc Gilles, je te passe la parole pour présenter ces bâtiments dont on a déjà tous parlé. Gilles, avant de commencer, on n'est pas... Voilà, c'est un hommage, c'est très bien. Bon, Françoise, donc Marc l'a dit, elle croyait en Dieu, donc elle nous regarde et elle a un sourire en coin pour ceux qui s'endorment déjà, ceux qui coûtent rien et ceux qui trouvent que c'est extrêmement ennuyeux. Ce qu'on a voulu avec Gilles et avec Raphaël-Laure, c'est que tous ces projets présentés ne soient pas un hommage pour le passé, mais un début pour le futur ou une accentuation d'action pour le futur et faire que ces architectures soient effectivement légères pour la planète. Voilà. Merci. Voilà, on a choisi avec Jean-Manuel cette image parce qu'elle incarne pour nous vraiment Françoise, c'est-à-dire cette capacité qu'elle avait extraordinaire de convaincre. Donc on le voit très bien ici, à la fois dans le geste qui va de l'avant, le sourire engageant et flatteur, et en même temps on sent une pointe de fer derrière tout ça. Et évidemment, bien sûr, pour nous, dans notre travail qu'on a fait en commun, c'était une qualité extraordinaire. Alors avant peut-être de commencer, je voudrais saluer tous ceux qui sont là, qui sont venus rendre hommage, et puis tous ceux avec qui j'ai travaillé. On a travaillé ensemble pendant pas mal d'années. Oui. Voilà. Alors, la première chose que je voudrais rappeler, parce que, comme je l'ai dit, on s'est rencontrés à l'école d'architecture, on a combattu ensemble pour essayer de renverser, j'allais dire, des tendances de l'enseignement. Et puis après, on s'est engagé effectivement dans un travail sur une réflexion sur le développement durable. Ça a été immédiat, et donc notre travail commun s'est installé à partir de ce moment-là. Et je voudrais rappeler tout simplement un tout petit projet que certains connaissent ici, puisqu'on a travaillé ensemble.
sur ce projet. C'est une petite maison qui a été faite, qui a été étudiée, mais jamais réalisée, dans un coin de la campagne de la région lyonnaise, mais qui augure déjà totalement de tout ce qu'allait être le travail par la suite. C'est-à-dire, c'est un projet où on a une série d'espaces qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui, en quelque sorte, vont produire une économie d'énergie et en même temps aussi d'établir des rapports assez clairs entre le confort attendu et la technologie adoptée. Donc on va avoir, depuis un cœur très lourd jusqu'à un extérieur très léger, cette série d'emboîtements d'espace qui augure tout à fait de tous les projets que je vais évoquer par la suite, c'est-à-dire l'emboîtement de ces espaces les uns dans les autres jusqu'au projet de Herneux qu'on a vu tout à fait donc dans le film et qui est très bien montré. Alors, une autre maison aussi importante, vous voyez que je remonte déjà assez loin, puisqu'on est en 1980, donc c'est tout à fait au début de notre travail, où on va là aussi travailler sur un projet, une petite maison très modeste, mais entièrement construite, donc déjà l'attention aux matériaux, l'intérêt pour la matière, pour sa valeur aussi énergétique et sa valeur dans le confort du bâtiment. C'est une petite maison. Alors je montre aussi un aspect très particulier de ce qui était notre travail, c'était aussi la pédagogie. C'est d'ailleurs montrer comment un bâtiment, dans sa conception, pouvait se comprendre et se décomposer dans une logique où chacun des éléments prenait sa partie, son identité, j'allais dire, dans un tout cohérent et un tout harmonieux. Et cette maison, c'est une petite maison dans l'Ardèche qui a été entièrement construite en briques massives, sans isolant ni enduit extérieur. Donc déjà, on voit très bien la thématique ici très claire du matériau, de sa nudité, j'allais presque dire, de sa qualité spécifique qui va donner le confort et l'identité du bâtiment. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, bien sûr, tout ça se poursuit exactement de la même façon avec un projet que chacun peut encore aller visiter aujourd'hui puisqu'il a gardé toutes ses qualités. C'est un bâtiment en pisé, donc là aussi, travail sur l'énergie, travail sur la thermique, sur le confort thermique, l'inertie thermique d'un bâtiment entièrement construit en pisé de façon très traditionnelle. Donc quand je dis pisé, ça veut dire sans adjuvant d'aucune sorte, ni ciment, ni etc. Donc c'est uniquement le compactage de la pierre. Donc on est vraiment sur un matériau profondément écologique qui ne fait appel à aucun produit chimique et également donc doubler là-dessus l'idée d'une toiture qui devient captrice, qui vient prendre la chaleur grâce à cette transparence et qui va la transporter à l'intérieur de la maison. Donc ces maisons sont toujours visibles. On a même été sollicité récemment avec Raphaël Laure pour leur donner un renouveau, mais voilà, c'est ce bâtiment marqué aussi beaucoup par le travail de Louis Kahn, cette école qui est aussi, ça faisait partie des grands concours qui avaient été institués par le gouvernement à l'époque. C'était ce qu'on appelait les écoles économes en énergie. On avait remporté ce concours pour la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Donc il s'agit là aussi d'un bâtiment qui explore sur le plan d'un bâtiment public, donc une école, comment peut fonctionner ce système d'emboîtement des espaces les uns dans les autres et en même temps, bien sûr, un travail sur la matière, sur le dessin des choses, sur leur précision, sur l'attention à la construction. Ça, c'était vraiment un thème très marquant de tout le travail qu'on a fait ensemble. C'est vraiment ce travail sur l'attention à la construction, aux matériaux. Donc on retrouve très très bien d'ailleurs dans ce bâtiment dont on voit l'abondance des matériaux, déjà aussi une volonté de ne pas avoir de traitement chimique sur les matériaux. Ici, bien sûr, on a du béton, mais on a aussi du bois, c'est du red cédar, c'est un bois pour lequel on s'est battu, comme le disait très bien Françoise dans le film, c'est une bagarre constante, et ici, on a dû se battre pour maintenir un matériau comme le red cédar qui ne suppose donc, enfin, qui n'a pas besoin de traitement chimique pour durer dans le temps.
Alors bien sûr, alors parler de l'école d'architecture de Lyon, là aussi c'est une grande histoire. C'est arrivé au début de notre carrière, on a été sollicité, on avait remporté quelques années auparavant les albums de la jeune architecture. Et c'est à ce titre-là qu'on avait été invité pour le concours de la nouvelle école d'architecture de Lyon. Il y avait invité, je crois, Mario Botta, Lucien Kroll, mais je crois que Botta n'avait pas répondu, mais Lucien Kroll avait fait quelque chose. Il y avait aussi quelques grandes agences. Nathalie Mesureux valide, oui. Hein, voilà, Nathalie n'était pas encore là, mais elle se souvient de l'histoire. Voilà, et on avait gagné ce concours, qui était pour nous une chose extraordinaire. J'avais à peine 30 ans, Françoise plus jeune que moi, voilà. Et on a construit ce bâtiment. Il y avait bien sûr tous ceux qui sont là, Amilcar, Jean-François, Pascal, Jean-Pierre n'est pas là aussi, enfin j'espère ne pas en oublier tous ceux qui étaient avec nous pour partager cette aventure extraordinaire. Et là on a vraiment fait un travail absolument d'excellence, autant, enfin je pense, hein, j'en suis même certain, dans la conception du bâtiment, avec cette idée de la double enveloppe qui était rappelée là tout à l'heure, qui était née effectivement déjà de toutes ces recherches antérieures, et donc cette double enveloppe du bâtiment, de la compacité, mais en même temps aussi bien sûr, là j'ai choisi des photos d'un grand photographe qui est Georges Fessy, qui avait fait un reportage sur ce bâtiment extraordinaire, et donc on voit très bien le travail aidé en cela par Peter Rice et Martin Francis, qui à ce moment-là nous avaient beaucoup aidé, on avait d'ailleurs profité pour devenir amis. Ça a été un moment fabuleux. On y a passé des dizaines et des dizaines d'heures, pour ne pas dire des milliers. On voit ici ce travail attentif à la construction sur ces structures en bois avec ces articulations en acier qu'on va aussi de manière, j'allais dire, un petit peu récurrente retrouver dans tout le travail qu'on va voir ensuite. Là, j'ai mis cette photo parce qu'elle était amusante. Elle avait 30 ans, j'en avais quelques années de plus et on était fiers et heureux d'avoir fait ce bâtiment extraordinaire. Et on était au début, enfin, j'allais dire, voilà, c'était un aboutissement, quelque chose de fascinant. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, et c'est Nathalie Mesureux, directrice, qui me le montrait encore il y a quelques mois, où on était venu vous voir avec Françoise, et elle nous avait montré la photo où Norman Foster vient visiter le bâtiment. Et on la verra tout à l'heure. Hein, on la verra. Bon, bah alors, parfait. On verra avec Norman, que j'avais rencontré pour l'équerre d'argent, et qui m'avait dit, ce bâtiment, je l'aime beaucoup, je viendrai le voir. Moi, je pensais qu'il viendrait dans 3 mois, et en fait, 3 jours après, il a débarqué avec son avion, on est allé visiter, et je crois que c'est une des rares fois où Norman a écrit un éloge d'un bâtiment. Donc on en est évidemment pas peu fiers, n'est-ce pas? On a le droit de le dire. Oui. Alors... Voilà, alors après, s'en est suivi aussi, alors j'ai été obligé de faire un tri, même si Jean-François aurait voulu qu'on montre tout, mais bien sûr, ça a été une période extraordinaire de recherche, d'exploration sur des bâtiments, sur des thèmes différents, et ici aussi, bien sûr, la morphologie, là, enfin, je sais pas si on peut parler d'anthropomorphologie, c'est pas, enfin d'anthropomorphisme, ça serait peut-être pas très, mais cette station de métro est extraordinaire, de la qualité, là aussi encore des matériaux, du dessin. Un projet aussi, bien sûr, peu connu sans doute aujourd'hui, mais qui a été pour nous une expérience vraiment fascinante, c'est qu'en 87, il y a eu à Lyon le mémorial pour la déportation des enfants de Dizieux, qui était donc ce procès qui a eu lieu avec Klaus Barbie. Et la communauté juive avait souhaité faire un monument qui soit vraiment, qui marque, parce qu'on allait oublier un petit peu pourquoi on jugeait cet homme-là. Donc l'idée avait été pour eux de marquer et on nous avait donné des conditions absolument drastiques, puisque quand
c'est Marek Alter, l'écrivain, qui m'avait appelé un soir, il m'avait dit, voilà, il m'a décrit la chose et tout, puis il me dit, voilà, vous avez la nuit pour me donner votre réponse, et puis ensuite vous aurez à peine 3 semaines pour concevoir le bâtiment, on aura 3 jours pour le construire. Voilà, c'est ce bâtiment fascinant pour moi, qui a été une grande réussite aussi, d'un grand cube blanc qui se tenait sur la place des terreaux, et qui a servi pendant tout le procès comme point de repère, comme point de marquant, avec ce silence visuel intérieur, ce silence blanc, pour témoigner de l'innocence des enfants déportés, en même temps que cette profondeur quasi infinie qui était du ciel se reflétant dans le bassin qu'on avait installé au fond. Je ne vois pas très bien, voilà. Ah oui, alors ça c'est une petite maison. Alors là je vais essayer de faire suivre, parce que j'ai essayé j'ai voulu essayer un peu court, mais de montrer l'enchaînement aussi d'une série de projets qui vont tout doucement nous amener vers les grands projets qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est une petite maison serre, là aussi ça témoigne de l'idée. On construit d'abord une enveloppe et ensuite à l'intérieur de l'enveloppe où on a protégé en quelque sorte le climat, on va construire des espaces intérieurs. Et c'est déjà l'enveloppe microclimatique qu'on va voir sur d'autres projets. Je passe vite parce que j'ai peur. C'est un système qui a fait école depuis. Hein. Oui. Voilà, alors ça c'est aussi dans la même veine d'idée, c'est un projet qu'on avait fait pour la Cité de la Musique à la Villette, à Paris, et avec cette idée qu'on a une grande enveloppe générale, une toiture qui contrôle les éléments du climat, et qui vont ensuite à l'intérieur créer des espaces, des lieux de vie, des lieux donnés aux autres, donnés aux musiciens voilà, et tout était enterré en dessous de ces... Alors c'est la même thématique qui est dans un grand projet en Inde pour lequel on avait gagné un 3e prix, un prix international, c'est le Indira Gandhi Center for Arts, qui est donc à New Delhi et qui est un très grand projet décliné là aussi sur une thématique climatique très différente de celle qu'on connaissait ici en Europe, mais qui prouve que cette idée de l'enveloppe microclimatique est réellement porteuse elle est productive sur le plan architectural. Bien sûr, là aussi, il faut parler de la maison, de notre maison familiale à Lyon, qu'on avait construit là aussi un peu dans les mêmes conditions. Certains ont peut-être encore mal au dos des morceaux de bois qu'on a cloués ensemble. Je vois Milcar qui rit. Mais effectivement, on avait un peu, l'agence avait participé à la construction de notre maison. Qui est aussi sur la même thématique de cette grande toiture protectrice. Alors il y a peut-être l'idée de l'aile qui protège la famille, etc. Bon. Et dessous, on a ces boîtes qui en quelque sorte viennent accueillir les espaces de la maison. Donc on est toujours dans cette idée de créer un microclimat, ici avec l'idée de l'ombrage et de la ventilation qui vont faire cette petite maison qui renvoie bien sûr quelque part au Japon ou à une manière d'écrire les choses, parce que c'est un moment aussi où on avait commencé à penser, et Françoise l'a dit un peu tout à l'heure, elle a dit les choses sont faites pour disparaître, on est fait nous aussi pour mourir, on va disparaître. Et dans le fond, peut-être qu'une des meilleures choses qu'on puisse laisser au futur, c'est justement l'idée que ce qu'on fait, ça pourra disparaître. C'est-à-dire que, et dans cette maison, c'était vraiment cette idée-là, c'est-à-dire l'idée que la chose soit la plus légère, se pose sur le sol, tout simplement comme ça, et qu'on pourra la démonter, la recycler, la remettre ailleurs éventuellement. Et donc c'était ces thèmes-là qui nous avaient beaucoup marqué sur ce projet-là. C'est la cité scolaire internationale à Lyon qui reprend aussi cette grande thématique de la toiture, du contrôle des espaces par des systèmes de vitrage et de ventilation naturelle. Je passe un peu vite aussi.
c'est aussi intéressant de revoir un projet comme celui-ci qui, là aussi, explore l'idée qu'on peut vivre dans une cité d'étudiants de manière complètement différente, c'est-à-dire au lieu d'avoir un couloir morne, triste et sombre au centre des chambres, eh bien on avait renversé le problème, on avait décidé de mettre les chambres à l'extérieur et sur un grand jardin qui attendait d'être bien sûr arboré ici complètement, et de transformer donc c'est une cité d'étudiants, de logements d'étudiants, quelque chose d'un peu plus en relation avec la nature. Et bien sûr, c'est dans ce contexte-là, dans les années 1990, en 1990 exactement, qu'on a commencé à travailler sur ce grand projet de Herne. Alors, une anecdote amusante, c'est que on était en vacances avec Françoise sur le bord de la Méditerranée, à Nice, chez un ami, chez Martin Francis. Et puis, on a dû se rendre en plein mois d'août sur le site de Herne. Et quand on est arrivé là-bas, on est arrivé bien sûr sur un endroit complètement désolé, désert, absolument attristant, puisqu'en fait le site, c'était les anciens puits de mines qui avaient été entièrement démolis, détruits. Et je me souviens toujours de notre choc, grosso modo, qu'on avait eu. Il y avait quelques lapins transgéniques qui couraient sur un lieu qui était complètement pollué à l'extrême. Et c'est simplement quelques jours ou quelques semaines, je ne me souviens plus, avant le rendu qu'on a décidé, parce qu'au départ on s'est dit bon, on va jamais venir construire ici, c'est trop désolé, quoi. Et puis petit à petit la conviction s'est faite en nous qu'il nous fallait faire quelque chose d'important, justement parce qu'on était dans un lieu pollué, dans un lieu que l'industrie avait complètement détruite, avait complètement transformé au point que ça devenait quasiment invivable, qu'on a décidé de mettre toutes nos forces et ça s'est passé, certains s'en souviennent ici encore, et on a enlevé ce projet vraiment presque de haute lutte, j'allais dire. On a passé des années à travailler dans des recherches financées par la communauté européenne sur ce projet et on a démarré la construction. Je dois dire aussi que c'était un travail à deux mains, un travail qu'on a fait avec Manfred Egger, qui est un architecte allemand. Je ne crois pas l'avoir vu ici, c'est dommage, mais il a été une des clés importantes de ce projet, bien sûr, puisque réaliser un bâtiment de cette importance en Allemagne supposait quand même une connaissance et une maîtrise de la situation locale. Et Manfred a fait un travail absolument remarquable et on a fait vraiment un travail à deux mains. Et il était lui aussi un couple associé avec son épouse et on a été devenus très amis et on a travaillé vraiment sur ce projet. Voilà, bon, vous voyez des images, le travail sur le bois, la présence du bois, le contrôle des températures. Après, on l'a dit, effectivement, Françoise était aussi très attachée à toute l'idée de l'habiter. Comment habiter et comment faire que l'habitation soit aussi un lieu de bonheur, mais en même temps aussi un lieu où on va travailler en rapport avec l'histoire. Et je voudrais parler surtout de ce projet qui est assez important, qui a été construit donc dans les dernières années de notre collaboration, qui était un projet sur la Croix-Rousse à Lyon, où il y a des immeubles qui sont très particuliers, qui ont une histoire très forte, cette histoire des canuts qui étaient dans les tisseurs de soie, et ce bâtiment vraiment témoigne de ce rapport à la ville, à l'histoire, avec une attention très, très importante. Et voilà, bon, je passe un peu vite. Alors ça, c'est pour Jean-François, parce qu'il a voulu que je parle de ce projet. Il est amusant parce que... Ils étaient complètement fous. C'est-à-dire qu'à l'époque, mais non, mais c'est dingue parce qu'aujourd'hui on pourrait peut-être le faire. Tu peux rappeler peut-être le contexte de ce projet? Quoi oui, expliquer au public le contexte de la c'est consultation. en gros, c'est la pointe de Confluence, là où se trouve Copy-Malblo avec le musée Confluence aujourd'hui. Et ils avaient prévu cette tour. Et alors ils nous présentent ça. Bon, peut-être on était journaliste, il fallait peut-être embobiner un peu le journaliste, mais c'était un bâtiment réactile. Il réagissait au froid, au chaud, à la pollution, à l'orage, etc. Mais ce qui était merveilleux, c'est qu'à l'époque,
on ne voyait pas toute la technologie qui allait arriver derrière et qui a absolument flingué le développement durable depuis, comme les modernes avaient été flingués par le chemin de grue. Un certain nombre d'architectes ont été flingués par tous les fabricants qui ont évidemment initié les normes derrière et fourgué tous leurs produits. Ici, à l'époque, on était encore dans la pureté totale. C'est d'ailleurs frappant de voir. On n'a aucune technologie, on n'a aucun produit compliqué, on n'a pas de VMC, on n'a rien du tout. Et ce bâtiment vivait de lui-même. C'était une sorte de c'était une sorte de bête qui vivait d'elle-même et c'était magnifique. Voilà. Bon, merci Jean-François. Tu as tout dit. Voilà, bien sûr, d'autres grands projets importants. Un projet pour Marseille, pour le Conseil général de Marseille. Nous avons là aussi un travail sur... donc c'était une grande tour conique entièrement en pierre. Parce que la Méditerranée, c'était pour nous la pierre. C'était le matériau qui incarnait le mieux la Méditerranée et que l'inertie, en quelque sorte, thermique... Tu n'as pas tellement changé d'avis depuis, hein, je pense. Non, pas beaucoup, non. Mais voilà, bon. Ce grand bâtiment, voilà, qui a été aussi un moment important dans notre travail, qui a auguré aussi d'autres projets importants qu'on a fait. Là aussi, c'est l'université de Marne-la-Vallée. Jean-François parlait à ce propos d'espace en creux, de l'architecture en creux, c'est-à-dire l'idée qu'on vient creuser en quelque sorte les éléments. Et donc on n'est pas loin non plus aussi de l'école d'architecture de Lyon avec ce soubassement un peu lourd, ce travail dans la matière qui va effectivement être à la base de ce bâtiment. Donc on le voit ici. Il y a 2 bâtiments d'ailleurs à Marne-la-Vallée qui sont là bien sûr toujours. Et un soubassement, un socle assez lourd, creusé, dont on retrouve un peu ces thématiques dans ce que va faire Françoise aussi après, sur ces cailloux, c'est l'idée de ces choses un peu minérales dans lesquelles on vient s'inclure, dans lesquelles on vient s'emboîter en quelque sorte. Cette toiture aussi assez singulière, avec un travail sur des couleurs aléatoires. Bon, je passe sur cette idée, mais on était très marqué à l'époque par l'idée des mathématiques, des catastrophes, et on avait fondé une grande partie de notre travail architectural sur cette relation justement aux mathématiques des catastrophes aléatoires. Et donc ces éléments qu'on voit ici résultent de cette démarche et de cette approche. Des choses aussi plus j'allais dire, plus organiques, comme ce pont qu'on avait travaillé à l'époque. On a travaillé avec Norman Foster pendant quelques années. C'est un pont qu'on avait fait en collaboration avec lui. Et puis, bien sûr, toujours dans cette veine un peu organique aussi, le Palais de Justice de Melun, qui a été, j'allais dire, un de nos derniers grands projets qu'on a fait ensemble. Avec, tiens, je pensais, oui, voilà, ça a sauté un peu. Donc, ces grands arbres aussi qu'on va retrouver un petit peu toujours dans l'écriture future. Donc, ces grands éléments qui ont habité un petit peu aussi tous nos projets. On a fait beaucoup de mobilier urbain. Je passe très rapidement les stations de métro de Lyon qui sont toujours aujourd'hui en place. Des éclairages urbains sur la ville de Lyon qui n'ont jamais connu comme destinée d'être mise en 4 exemplaires devant la Cité internationale de Renzo Piano. Voilà. Bon, je vous remercie de cette évocation un peu rapide, j'en conviens, mais c'était... Voilà, à toi. Merci. Tu me donnes la babasse? Je veux bien la babasse. Merci d'envoyer le deuxième. Voilà, donc seconde période, on va dire, s'il faut parler de période, à laquelle j'ai assisté, pas forcément depuis le départ, mais j'ai retenu quelques projets moins que ce qu'il y a eu là. On va peut-être y passer un peu plus de temps un par un. Il faut appuyer sur quoi? Voilà. Donc le premier, qui est une sorte de grande transition aussi dans l'approche de Françoise, dans ce que c'est que son métier d'architecte. C'était bien exprimé dans le discours et puis dans le film aussi. Elle avait vraiment une approche de son métier, pas seulement comme étant un maître d'œuvre, mais étant réellement un citoyen
au sens latin, c'est-à-dire une personne présente dans la cité avec tout le rôle politique que ça peut induire, et politique au sens noble, c'est-à-dire de prendre ses responsabilités dans la cité. Et ça, moi j'ai eu le sentiment que ça avait vraiment été éveillé avec ce commissariat qu'on lui a confié pour la Biennale d'architecture de Venise, où elle a entamé une réflexion qui s'est poursuivie après derrière dans son travail, de savoir qu'est-ce que c'est que la prospective en architecture et comment on vient introduire la notion d'anticipation dans la conception de l'ouvrage. Je vais laisser Marc en parler plutôt, parce qu'ils ont vécu, je crois, une sacrée expérience humaine. Moi, on m'a raconté un paquet d'anecdotes sympathiques sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais grosso modo, l'idée, c'était de se demander, en établissant un certain nombre de scénarios, ce qui allait se passer sur un territoire qui était défini, qui existait, qui était en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce qui allait se passer sur ce territoire à des échéances plus ou moins lointaines, 2014, 2034, 2064, en imaginant à la fois des scénarios de catastrophes, climatiques, physiques, des scénarios de catastrophes humaines, les réfugiés, une immigration subie, on va dire, et puis en même temps d'associer ça à une notion de progrès, d'innovation en termes de matériaux, de technologie, de modes de déplacement, etc. Donc d'arriver à imaginer ce à quoi on serait confronté dans l'avenir, et dans le bien et dans le mal, on va dire, et dans ce que ça pose de problème et dans ce que ça apporte. Voilà. Je te laisse la baisser. Oui. Ah oui, je vais tourner, je sais pas. Oui, ok. Non, avant, je voudrais dire juste, parce que bon, il y a un lien évidemment entre ce que tu as montré, Gilles, et la continuité du travail à la Biennale, mais c'est que c'est complètement épatant de voir tous ces projets, les uns derrière les autres. Je les avais vus publier, évidemment, et on voit que ça fait vraiment œuvre, et on voit que pour faire une architecture neuve, c'est un peu l'idée qui traîne, il faut regarder le monde d'une manière neuve. Et la manière dont vous avez regardé le monde ensemble, à partir des critères qu'on peut appeler du développement durable, mais qui tiennent en grande partie pour du bon sens, ou qui sont plutôt une autre relation au monde et à la nature, ben ça a généré une architecture qui est puissante, étonnante, et vraiment tellement à l'opposé de ce qui nous attend si on ne fait pas attention, avec ces boîtes un peu carrossées et restreintes par toutes ces réglementations, que ça valait la peine d'être dit, je pense. En tous les cas, pour moi, ça m'a bluffé. Même si je connaissais encore une fois votre œuvre, de le voir comme ça, c'est vraiment étonnant. Et donc, c'est la même histoire finalement. La Biennale, c'est que, à un moment donné, on se retrouve, et puis on se retrouve dans une histoire où on doit travailler 2-3 jours, donc de façon assez intense, en atelier, ensemble, sur le travail d'autres équipes qui ont été faites avant. Alors évidemment, ça déminait toute une série de choses, et Françoise avait bien prévu les réactions des architectes. Finalement, on est assez prévisible, parce que je la voyais souvent avec son petit sourire, voir les questions d'ego, voir dès qu'un architecte reçoit un projet d'un autre, il critique. Quand c'est la ville, on l'analyse. Quand c'est le projet d'un autre, on le critique bon bien. Elle avait déminé toutes ces histoires-là et elle s'y attendait avec un petit sourire. Elle se délectait pour partie de ça. Mais j'ai pu la voir dans ses caractéristiques principales quand elle animait ses ateliers, parce qu'évidemment, elle était très présente. Elle était à la fois militante, puisqu'on a parlé des scénarios, de l'anticipation, de ce regard neuf qu'on doit porter sur le monde. C'est pas beaucoup trompé avec les migrants, c'est pas beaucoup trompé avec les catastrophes écologiques, et c'est pas beaucoup trompé avec les problèmes de pics de pollution dans lesquels Paris est immergé. Bon, vous relisez, il y a eu des publications de fait, vous verrez que tous ces scénarios sont plus que plausibles. Et donc elle était militante, elle essayait d'anticiper le monde, elle était architecte forcément, puisqu'on discutait d'architecture, et puis elle était enseignante, et ça je pense que vous allez en parler après, et c'était une des grandes qualités de Françoise, d'avoir ce trépied sur lequel elle pouvait asseoir sa pensée. Et donc bon, on a bricolé des choses, on s'est amusé, c'était très important quand même d'être ensemble, de perdre petit à petit nos repères personnels pour essayer de construire, parce qu'elle était là, tu te souviens, un certain nombre de choses. En fait, elle nous a mis dans un état étonnant qui était celui du sérieux des enfants qui s'amusent. On avait nos maquettes, on était très sérieux, on s'amusait en même temps, on a produit des choses après. Bon. Qu'elles soient intéressantes ou pas, ce que ça nous a amené, c'était plutôt bien. Le deuxième point aussi que j'ai pu découvrir dans le temps, c'est que Françoise était tout à fait contemporaine, ou incarnait en tous les cas une idée qu'on pouvait se faire de l'Europe. C'est-à-dire qu'elle est partagée entre la culture du Nord, sa rigueur, sa manière de prendre la question du développement durable, et puis elle était du Sud aussi, dans sa manière de charmer, dans sa manière de brouiller les choses, dans l'indéterminé. C'est un peu caricatural, je sais qu'il y a des Allemands ici, mais c'est vrai qu'il y a quand même deux cultures qui ont une manière de voir le monde et de l'aborder qui ne sont pas les mêmes. Et François se situait
dans cet équilibre, a été capable de passer de l'un à l'autre et de les mixer. Et ça a été une grande leçon aussi de voir comment on pouvait associer rigueur et fantaisie, comment on pouvait associer indéterminé et détermination, et comment elle pouvait gérer ces deux cultures et en faire une synthèse. Parce que je pense que c'est un des enjeux que l'Europe a affronté et qui peut l'enrichir, évidemment. Non mais Marc est très sérieux, donc il faut que je raconte une anecdote qui est véridique, véritable. Françoise est dans une grande réunion européenne pour définir des normes avec la clim, etc. Et elle s'énerve, elle s'insurge et elle finit par dire aux Nordiques, écoutez, arrêtez de parler de clim. Est-ce que vous connaissez l'alternative à la clim à Madrid en été? Alors tout le monde dit, bah non, je ne sais pas. Et elle dit, bah c'est la sieste. Est-ce qu'on peut rappeler, parce que c'est bien que cette image passe au même moment, Marc, c'est que Françoise, dans cet atelier de Biennale de Venise, n'avait pas travaillé qu'avec ses amis, si j'ose dire. Elle va le dire un peu plus tard. Elle prend toute la scène architecturale française. Elle ne travaille pas qu'avec les gens qui sont ralliés à une cause ou qui sont... elle est allée chercher, parce que le tandem Ricciotti-Jourda, c'était quelque chose. Hein. Le débat, Francis Soler, il m'en parle encore. Oui, bien sûr. C'est là qu'on s'est connus avec Francis. Ça liait des amitiés, ça nouait toute une série de choses, évidemment. Oui, bien sûr. Non, c'était pas. Elle n'a pas ramené. Ce plateau, c'était incroyable. Elle n'a pas ramené la clique du développement durable entre guillemets. Donc c'était très bien, mais bon. Je le disais en creux à partir de ce que je racontais de la rigueur et de ces deux cultures. Elle a mis en place une synergie avec des complémentarités, des tensions, et c'est ce qui faisait la vie de ces équipes. Et je vous dis, elle nous a appris aussi une forme d'humilité qu'on doit avoir. On doit être hyper déterminé, combatif, mais humble en même temps. Et c'est vrai que d'hériter d'une maquette d'autres architectes et de devoir travailler dessus sans le refaire, la première action des équipes, c'était de tout raser, direct, toujours. Alors elle était là, elle prenait la patience, elle disait, voilà, c'est la ville, vous la considérez comme... Puis elle pouvait être autoritaire aussi, à un moment donné, à un certain moment, elle était assez directive. Mais je te redis, c'était ce trépied, militante, engagée, elle croit ce qu'elle fait. Elle sent à ce moment-là qu'il y a vraiment une chance pour le développement durable en France, que la Biennale de Venise est une tribune, donc elle est à fond, elle est architecte, donc elle est capable de discuter d'architecture, de moyens quand on fabriquait le projet, et elle est enseignante. Et je pense que sans ce trépied-là, voilà, il y a à peu près le panel, arriver à fédérer tous ces gens pour produire des maquettes et les amener à la Biennale, c'était pas gagné quand même. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à partir de ce qu'elle nous a raconté, quoi. On a souvent parlé ensemble. Alors, ce qui m'a toujours frappé, et ce que je trouve intéressant, moi, alors des architectes peut-être vont dire que ce que je vais dire n'est pas bien, elle ne faisait pas de l'esthétique. Elle ne faisait pas du design. Alors, on pourrait dire que tout ce qui était dessiné était parfaitement dessiné, mais ce n'était pas son objectif du tout. Et à propos du développement durable, alors que certains architectes vivaient ça comme un ensemble de contraintes insupportables, hein, elle, au contraire, c'était cette approche environnementale qu'elle avait. Alors, je relis ce qu'elle a dit, hein, j'ai retrouvé les papiers qu'elle a dit. La haute qualité environnementale nécessite de réfléchir autrement et de manière transversale. Elle se nourrit de la compréhension des usages, ceux des utilisateurs du bâtiment, mais aussi ceux liés aux interventions ultérieures pour la maintenance, l'intervention, etc. Elle ne parle pas d'énergie, elle ne parle pas de règlement, hein. Elle parle toujours d'une architecture qui doit embrasser hein, l'ensemble des contraintes auxquelles tout projet, naturellement, doit se faire. À la fois les usagers, les matériaux, le climat et tout ça. Et à propos du bâtiment là, de Herne, là, elle nous a parlé beaucoup de ce bâtiment qui était, pour elle, c'était quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, elle a écrit une utopie devenue réalité. Elle pensait quand même que c'était une utopie, mais pour elle, c'était une réalité. Et ce bâtiment, ce qui est extraordinaire, qu'elle nous a raconté que le bois qui a été utilisé, il venait de quelques kilomètres du lieu,
que les sols, c'était les galets qu'il y avait là, etc. etc. Donc, vraiment une approche de l'architecture à partir de tous les fondements historiques de l'architecture, c'est-à-dire à la fois ce grand rassemblement qu'il est nécessaire pour faire des bâtiments, et non pas une idée a priori d'une esthétique, mais au contraire, le projet dessiné, très bien dessiné, est le résultat de cet ensemble de choses qui sont magnifiquement orchestrées, quoi, et très précisément orchestrées. Merci. Raphaël ? Alors, je vais rajouter d'autres choses. Moi, je peux parler d'autres choses. Je suis plus libre. Je suis sa fille et je peux dire d'autres choses. Il y a une dimension qui est très importante pour revenir à ce processus de la biennale et puis pour parler de la vie de l'agence aussi en général. C'est que quand elle a réuni ces personnes-là, ces architectes, parce que Françoise, elle aimait beaucoup les mondanités, elle aimait bien aller dans sa maison à Villevieille, dans le sud, se retirer, bouquiner, parler psychanalyse, boire un verre de vin, mais surtout pas passer ses samedis soirs dans les pince-fesses parisiens, comme elle disait. Donc quand elle a réuni ces gens-là, il y avait d'abord une part de risque pour elle, parce qu'elle était peu accoutumée à vivre avec ses confrères, et en même temps une vraie volonté humaine de partager un moment. Et elle a voué à l'ensemble des personnes qui sont venues là, ensuite, pendant les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, une affection gigantesque. C'est-à-dire que Françoise, quand elle se lançait dans ce genre d'aventure, c'était une aventure pour elle, c'était une aventure pour les autres, mais c'était une aventure pour elle. Et pour tous, et effectivement, y compris quand il y avait des antagonismes incroyables avec Rodi, avec Solaire, avec d'autres, peu importe, il y avait ce partage d'un moment où on revenait à la simplicité du jeu enfantin, comme tu le disais, et ce moment de revenir à la conception un peu primaire, comme ça, à faire la pâte à modeler, comme on apprend aux enfants à la maternelle, à voir un peu ce que c'est que la matière. On refait de la pâte à modeler et on a une aventure humaine à ce moment-là. Et ça s'est traduit aussi à l'agence. Donc ici, vous voyez ces deux petites articles de journaux qui avaient été fabriqués à l'agence. Donc on voit Fred qui est là-bas. Bonjour Fred. Et puis Uchi aussi qui travaillait à l'agence. Et ils étaient intégrés à ces espèces de moments un peu à part dans la vie de l'agence, extrêmement ludiques aussi, où on se lançait dans une aventure avec beaucoup de plaisir. Elle ne concevait son métier aussi en abordant la conception que comme une démarche qui serait dans le plaisir et une certaine sérénité. Et voilà, les confrères y étaient associés, et puis la vie de l'agence aussi. Et des 10 ans que j'ai vécu là-bas, je ne garde, moi, que des souvenirs d'une collaboration, alors sérieuse, hein, pas que ce soit le cirque à la maison ou le cirque à l'agence, mais toujours, malgré tout, dans une certaine affection partagée et dans une bonne ambiance et une certaine bonne humeur, dans une certaine confusion entre la vie privée et la vie professionnelle, y compris pour les collaborateurs aussi de l'agence. Voilà. Et ça s'est traduit aussi dans la mise au point de ces démarches. Donc, ici, on voit les maquettes. J'ai sélectionné 3 images, 2014, 2034 et 2054. Donc, de cette démarche de prospective qui est vraiment initié un déclic pour elle dans sa manière d'aborder le territoire et qui l'a engagée un peu dans les années qui ont suivi après dans une démarche plus politique, on va dire, ou plus proche d'un domaine de la décision sur ce que devaient advenir les territoires. Voilà un projet à Lyon, donc la halle de marché, la place du 8 mai, qui re-questionne, là aussi, on en a parlé tout à l'heure, la dimension d'enveloppe. C'est un projet qui a été fait avec Annie Tardivon, qui est là-bas, qui était aussi une grande amie de Françoise. Et là aussi, c'était une aventure humaine de collaborer avec des confrères et des paysagistes. Faire une halle qui n'en est pas une, voilà, c'est simplement une couverture. Comment elle s'est reposée la question de comment on pose la fonction dans une tradition formelle. On couvre, on abrite. Et puis ensuite, viennent s'installer des activités humaines. Alors, activités humaines qui se sont fortement appropriées l'espace, puisque pour y être passé à plusieurs reprises, il y a quelques années, j'ai eu des grandes discussions avec le boucher qui était sous la halle et qui plantait ses couteaux dans les poteaux parce qu'il trouvait ça très pratique. Voilà. Bon, je t'ai expliqué quand même, malgré tout, c'était quand même du bois et que ce serait bien d'éviter ça. Mais voilà, donc des bâtiments qui ont trouvé une appropriation certaine. Le musée du Jardin botanique, vous l'avez vu aussi tout à l'heure, qui est aussi une étape importante et qui marque surtout l'introduction de l'utilisation du bois aussi dans l'enveloppe de manière beaucoup plus massive.
avec le développement de cette certitude qu'elle a acquise après dans les années que le bois était une solution. Alors c'était sa solution à elle, mais c'était une solution pour limiter l'empreinte sur la planète, hein, puisque sa volonté c'était quand même de minimiser l'impact du bâtiment et que le puits de carbone qui est le bois, c'est le bon vecteur pour entrer dedans et qu'on peut se poser des tas de questions sur la ressource, sur sa provenance, etc. Donc là, on a des bois mis en œuvre qui viennent de la région de Bordeaux. Voilà, vous voyez ces grandes serres qu'on a vues tout à l'heure assez largement, mais vues de l'intérieur dans le film. Ces fameux cailloux, ces petits galets, elle aimait bien les petits galets. C'est vrai qu'elle a toujours gardé chez elle des tas de petits cailloux, c'était son truc. Bon, voilà, elle a arrêté effectivement après le galet. Voilà des images à nouveau de l'intérieur. L'hôpital privé Jean Mermoz, on l'a vu aussi. Alors, pour moi, c'est un projet important pour elle aussi au niveau personnel. Alors, moi, je parle plus des choses personnelles. Parce qu'elle avait déjà vécu, alors elle a revécu récemment, mais elle avait déjà vécu une expérience forte de patient. Qu'est-ce que c'est qu'être le patient d'un hôpital sur le long terme? Quel rapport on a avec le corps médical, avec les soignants et puis avec les autres patients? Et du coup, cet hôpital, ça a monopolisé pour elle énormément d'énergie pour arriver, elle a investi énormément personnellement pour arriver à trouver une solution pour fabriquer un outil qui soit efficace et surtout confortable et accueillant. Elle a énormément discuté avec le corps médical pour mettre au point le programme, parce que ça a été une mission extrêmement étendue. Il a fallu aussi confectionner le programme sur ce bâtiment. Donc c'est superposé un re-questionnement sur ce que sont les matériaux et les strates qu'on peut créer dans le bâtiment, avec ce socle bas qui est celui de l'accueil, qui est très transparent, très ouvert, essentiellement en verre et en charpente métallique, avec ensuite ce niveau qui est capoté de feuilles d'inox, qui est le bloc technique et qui traduit dans sa forme aussi une fonction, et puis en haut ces bâtiments plus chaleureux qui sont les chambres des patients. C'était pour elle un nœud de réflexion important de savoir comment on remet l'usager au centre de la question. Et là, l'usager, c'est le patient, et le patient, il est malade, il est en train de se soigner, et on l'espère, il va guérir. C'était vraiment un sujet fondamental pour elle. Voilà, on en voit ici d'autres images. Donc cette alliance un peu mi-techno, on va dire, comme elle disait, mi-techno, mi-naturel avec le bois. Ici, une image du patio avec la crèche. À nouveau le patio. Alors, elle aimait bien mettre des fleurs dans les bâtiments, parce que c'était son côté d'appropriation aussi. On y a tenu beaucoup à ces massifs de fleurs ici, parce que voilà, un bâtiment, c'est pas que des formes, c'est aussi la végétation qu'on y plante, y compris quand on est dans des pots. Et puis ça apporte quelque chose au regard. Quand on attend, autour, il y a des salles d'attente. Et quand on attend, qu'est-ce qu'on voit? Au lieu de voir du vide et des couloirs, on voit des fleurs. Voilà. Après tout, quand on se fait soigner pour un cancer, c'est pas plus mal. Je me souviens qu'elle a eu des discussions homériques sur le bois. Hein. Le bois, ça prend les microbes. Enfin, le milieu hospitalier, oui. Ça a été homérique, cette affaire des pavillons en bois. Ça a été extrêmement difficile. Oui, tout à fait. Les fleurs après, à côté, il fallait du pollen quand même. Hein, mais... Oui. Ils ont tout essayé. Hein. Oui, absolument. Autre nœud, on va dire, dans la réflexion et dans l'élaboration de son travail, c'est cet immeuble à énergie zéro, Mediacom 3 à Saint-Denis, qui a la particularité, en dehors de sa surface gauche en façade, ça me revient là, en voyant l'image, on s'est tiré les cheveux à l'agence pour arriver à trianguler la façade pour la faire réaliser par les entreprises, c'était pas piquer des hannetons comme on dit. Ce bâtiment de bureau qui donc en dehors de sa performance énergétique, parce que voilà, il y avait une certaine volonté de vouloir atteindre un niveau passif, c'est-à-dire d'être extrêmement performant dans l'enveloppe, de construire avec une enveloppe bois, y compris pour des bureaux, d'associer de la charpente métallique, de l'enveloppe bois et de la vêture en zinc. Il y a eu également toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un immeuble de bureau, et dans les grands territoires, y compris les territoires de Seine-Saint-Denis, qui sont des territoires en mutation permanente, de se demander comment un bâtiment pouvait intégrer dans sa conception une certaine mutabilité. C'est-à-dire que ce bâtiment a été conçu en termes d'enveloppe, mais aussi de fluide. On a beaucoup réfléchi à savoir comment il pourrait devenir a posteriori un immeuble de logement. C'est-à-dire se dire déjà que moi je réponds à mon besoin aujourd'hui en tant qu'architecte, mais dans 20 ans, 30 ans, à moyen ou long terme, ça peut devenir autre chose, ce bâtiment-là. Et pour François, c'était essentiel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'anticiper, de prévoir, dès le moment où on prend le crayon, que les choses puissent évoluer et qu'on n'a pas le dernier mot. Ce qui, pour un architecte, est parfois un petit peu difficile à admettre, qu'on n'a pas le dernier mot, que les choses vont vivre après elle, mais elle l'anticipait dès le départ. Voilà, c'était intégré comme un acquis, qu'il fallait que les bâtiments puissent muter.
Voilà, on en voit ici un bout de la façade avec le hall d'accueil. Et puis ces grandes passerelles qui ont été installées tout autour du bâtiment et qui en fait permettent d'entretenir la façade, tout simplement. Et l'intérieur, donc on voit, vous voyez peut-être pas tout à fait tout bien, mais l'ensemble des fluides, de l'éclairage, la ventilation, etc., sont en apparence sous la sous-face et sont distribués de telle sorte qu'effectivement on puisse recloisonner, réaménager et faire vivre ce bâtiment. Alors tout à l'heure, Gilles parlait de la question des modes d'habiter. On a fait beaucoup ces dernières années d'opérations de logement. Donc on ne va pas toutes les montrer, j'en ai choisi une qui lui tenait particulièrement à cœur et dont elle était extrêmement fière, qui est un projet de logement à Vitry-sur-Seine. Donc c'est logements sociaux, il y en a une bonne centaine. Ces logements sociaux sont installés au cœur d'une ancienne cité-jardin, la cité du Moulin-Vert. Et donc, ils sont installés à l'intérieur d'un patrimoine bâti qui est plutôt fait de petites maisons assemblées et qui ont toutes leur jardin. Donc, c'est posé pour Françoise immédiatement la question de l'intégration paysagère. C'est un peu vulgose, on va dire, de dire ça maintenant. Mais en tout cas, de se faire petit, de se faire presque oublier au sein d'un cadre qui était marqué à la fois par de la végétation, mais aussi par toutes ces anciennes petites maisons. Donc ça a amené à concevoir un bâtiment qui est fait en réalité de plusieurs bâtiments, hein, de collectifs, d'individuels jumelés ou d'individuels groupés, entièrement en bois. Alors entièrement en bois pour ce qui est des enveloppes, hein, parce que sinon on a une structure mixte pour les collectifs, poteaux dalles, béton et enveloppes bois, et pour les individuels entièrement en bois. Et ça crée cette espèce d'ambiance. Alors moi je le trouve très beau, ce bâtiment. Noémie, qui est chef de projet du bâtiment, est là aujourd'hui aussi. Elle a beaucoup travaillé pour mettre au point les détails, ça a été pénible. Mais il y a cette espèce d'ambiance incroyable, extrêmement chaleureuse, où on se sent, on a envie de venir s'y installer. C'est vraiment, pour ça, il y a une espèce de réussite du moment, du lieu, voilà, qui fonctionne très très bien à Vitry-sur-Seine. Et je sais qu'elle était vraiment ravie du résultat de cet endroit. Voilà, ici on voit les individuels groupés, avec cette espèce de toiture légèrement courbe, très légèrement courbe. Voilà, autre projet clé, alors on va dire que c'est le pendant de Herneux, hein, si on doit mettre des grands moments dans sa carrière, c'est la réhabilitation de la halle Pajol, donc à Paris, dans le 18e. Là, c'est un projet qui a la particularité de poser la question de ce que c'est que la réhabilitation. Alors là aussi, voilà, sujet complètement délaissé, mais qui lui faisait souci vraiment de se dire mais comment on va affronter la masse immense de travail qu'il va falloir faire pour réhabiliter tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui est construit aujourd'hui. C'est absolument faramineux, phénoménal, et ça n'intéresse pas les architectes. Il n'y a quand même pas beaucoup d'agences qui se créent en se disant « moi, dans la vie, ce que j'ai envie de faire absolument, dans mon grand geste, c'est de faire de la réhabilitation ». Or, c'est un sujet éminemment fondamental et qu'il va falloir traiter dans les années à venir. Alors, on a eu la chance d'être retenu pour faire ça. Donc, on voit la halle telle qu'elle était quand le chantier a démarré. Voilà, donc contre les voies ferrées qui mènent à la gare de l'Est. Et la question s'est posée immédiatement de savoir qu'est-ce qu'en tant qu'architecte on pouvait amener pour faire que la réhabilitation soit aussi, apporte aussi une identité architecturale particulière. Et puis il y a eu un retour sur la démarche aussi pour re-questionner cette question d'abri, d'enveloppe, etc. Donc finalement, ça a donné le résultat suivant, ou en tout cas l'initiative suivante, de se dire que ce qu'on pouvait garder de ce bâtiment à cet endroit-là, c'était sa fonction primaire, que sa fonction primaire, c'était une fonction d'abri, que cet abri, on pouvait en faire à la fois un parasol et un parapluie, qu'on pouvait l'exploiter pour fabriquer de l'énergie, d'où cette immense toiture solaire qui a été installée, qui fabrique de l'électricité. Que sous cet abri, on pouvait venir glisser de nouveaux bâtiments, que ces nouveaux bâtiments pouvaient être tels qu'ils sont à ce jour, mais dans le temps évoluer sans toucher à l'abri lui-même. Donc pour ce faire, il fallait garder la structure en place et venir insérer un nouveau bâtiment dessous avec des structures légères. Que ces structures légères devaient donc être en bois, qu'elles devaient être le plus préfabriquées possible pour que ce soit le plus simple à la mise en œuvre,
Et qu'en alliant donc cette triple exigence de la performance énergétique, puisque le bâtiment est à énergie positive, de la construction en bois et de la réhabilitation prise par un autre angle, on pouvait quand même fournir un objet architectural avec sa propre identité. Ceci dit, comme on le disait tout à l'heure, dans la démarche de Françoise, il y a toujours ce souci de répondre à un besoin, à une fonctionnalité, et que de là naît aussi l'aspect architectural. C'est-à-dire, je ne l'ai jamais vu prendre son crayon pour faire un geste. Je l'ai d'ailleurs toujours vu prendre son crayon en plan et en coupe d'abord, bien plus que sur une sorte de volume préconçu qui viendrait s'imposer comme ça. Il y avait un côté peut-être pas scolaire, mais au contraire extrêmement généreux de se dire je me mets au service du besoin d'une commande, d'un programme, d'un utilisateur, et puis après ça fabrique quelque chose, mais tout ça finalement c'est moins important que le bon fonctionnement du bâtiment. Voilà, on en voit d'autres images avec ces grandes sorties de ventilation et la toiture solaire sur les pans de Chelles Sud. Ici une vue sur le jardin. La vue depuis l'esplanade, donc avec tout ce bâtiment en bois glissé dessous. La vue sur le jardin, donc le jardin qui a été fait par... donc on est un très grand groupement, une grosse maîtrise d'œuvre, avec des paysagistes, in situ, et Annie, qui est là, qui a assuré la conception de ce jardin. Alors là aussi, il y a quelque chose à dire à nouveau. Alors on a parlé tout à l'heure des confrères architectes, et puis on a parlé des collaborateurs de l'agence, mais Françoise avait aussi énormément d'affection pour ses collègues ingénieurs qui travaillaient avec nous. Et moi, je l'ai entendu, alors Jean-Marc et Eric sont là, mais je l'ai entendu dire en conférence qu'elle était tombée amoureuse de ses ingénieurs. Voilà. C'est vrai. Enfin, c'est vrai. Dans un admissible, voilà, mais elle avait énormément d'affection parce que pour elle c'était très important que ce moment de la conception se fasse de manière amicale, de manière sympathique, autour d'un verre de vin, à l'occasion d'un voyage, mais que voilà, le projet devait apporter du bonheur et qu'on pouvait finalement travailler en bonne intelligence, y compris avec les ingénieurs. Voilà, ce qui pourrait un architecte, là aussi, demande énormément d'efforts. C'est-à-dire que l'ingénieur n'est pas que l'ennemi et l'empêcheur de tourner en rond, mais qui peut être aussi un support de conception. Et je crois, enfin, il nous le confirme avant tout à l'heure, mais qu'elle s'est aussi toujours efforcée à faire rentrer, on va dire, l'équipe d'ingénieurs très en amont dans l'esquisse, même dans le principe et dans le parti de départ, pour co-élaborer le projet. Mais pas dans un sens de, voilà, je suis l'architecte, je maîtrise mon truc, je le file aux ingénieurs, vous vous débrouillez avec, de toute façon, il faut que ça fonctionne. Il y avait un vrai souci de fonctionner comme ça là-dessus. Et la Alpajol en est un exemple, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait de la co-conception avec les bureaux d'études pour mettre au point ce projet-là, co-conception en France jusqu'en Autriche, puisque l'université technique où elle enseignait, par Wolfgang Winter ici, a pu apporter aussi son savoir-faire pour travailler de manière holistique, effectivement, mais c'est vraiment de l'intelligence de la conception en amenant tout le monde autour et tous les savoir-faire possibles et disponibles. Ça traverse d'ailleurs les deux cycles, c'était très patent aussi dans les bâtiments du premier cycle, hein, ce dialogue continu de conception, d'ingénierie de projet et de projet architectural à la fois. Ouais. Ça, c'est une grande force de votre travail. Voilà, une autre vue sur le jardin couvert. Donc là aussi, hein, c'est une innovation des paysagistes. C'est un jardin qui n'est pas une serre, qui est un jardin couvert. C'est pas ouvert, c'est couvert. Donc ça donne lieu à un endroit assez étonnant. Autre projet aussi très important. Alors là aussi important personnellement, hein, sur ce que ça impliquait dans sa manière de voir le monde. Voilà, avec nos amis Philippe Madec, donc qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là en pensée, je le sais, et Marc et Jean-François Pousse. Donc le réaménagement du sanctuaire de Notre-Dame du Lot, donc c'est une commande de l'Église, alors une commande assez extraordinaire, je pense, dans la vie d'un architecte. Elle était vraiment extrêmement fière fière et intéressée et curieuse aussi de travailler pour un diocèse, et une commande très particulière qui va s'étaler dans des temps que Dieu seul maîtrise, je pense, voilà. Mais là aussi une aventure humaine. Peut-être Marc, tu veux dire un mot sur le lot ou pas? Oui. Sinon oui. Non, c'est compliqué effectivement. On a des relations très intimes sur ce sujet qui c'est pas forcément par la parole dans le groupe avec Jean-François, Philippe et Françoise. D'abord, on était liés ou soudés par la beauté du lieu. C'est un lieu absolument extraordinaire, et puis aussi par le charme de Di Falco qui nous racontait
ces histoires d'apparition de la Vierge. Et puis finalement, on pourrait raconter l'histoire comme une histoire où chacun a trouvé sa place naturellement dans cette question de comment construire une église. C'était pas tout à fait une église d'ailleurs, un lieu de prière, pour être précis, c'était plus le sujet, où la mettre et comment retravailler et réorganiser ce lieu qui était fait de briques et de broc, mais qui avait des structures paysagères très fortes. Voilà. Et bon, sans rentrer plus dans le détail, au lieu de penser tous la même chose en même temps, naturellement, ça s'est fait de façon assez belle, puisqu'on était dans des conditions un peu spartiates quand même, dans le lieu là-bas, c'est genre, les pèlerins, c'est genre sandales chaussettes, hein, avec le verre du Rolex avec du vin imbuvable, mais tout ça a été balayé, et on a regardé ce lieu, on est resté là-dedans, et chacun a trouvé sa place. Je pense que tu pourras en dire un mot, peut-être Jean-François, naturellement, pour que le projet puisse se faire. On n'a pas dessiné au début, hein, la première fois on n'a pas tiré un trait, juste réfléchi, c'est de voir comment ça pouvait se passer. Effectivement, c'était une relation très belle, ouais, très belle. C'est assez exceptionnel quand même, comme commande et comme processus. C'est quand même assez exceptionnel. Oui. Vous étiez en une espèce de workshop, vous étiez... cette fameuse commande, ça s'est passé... Oui, ben on était... Bon, déjà, la première chose, c'est qu'on s'est débrouillé, malgré tous nos agendas, à être sur place au même moment. Ça avait l'air de rien, mais dans des délais assez courts, c'est-à-dire qu'il est apparu naturel qu'on ne puisse penser ce projet que sur place. Ce qui dit déjà beaucoup, quand même, de la manière dont on pouvait travailler ensemble. Et ensuite, on est resté, 2 jours une première fois, une deuxième fois 2 jours encore. À dormir, voir le jour se lever, la course du soleil. Enfin voilà, on était dans cette histoire avant de pouvoir commencer à décider de quel pourrait être le projet, comment s'y prendre et où le faire. Mais encore, ça recoupe ce que tu dis, Raphaël Laure. Il y avait une dimension, et François savait mettre en place une dimension humaine avant de mettre une dimension de travail en place. Tiens, on était là-bas, on était ensemble, on réfléchissait, on mangeait les crêpes au fromage, là, tu te souviens? Et le projet est arrivé petit à petit. Oui, enfin, tu es sympa de me laisser la partie difficile. Comment expliquer en 3 mots cet incroyable territoire. Marc, Françoise et Philippe remarquent, en gros, si vous connaissez Piero della Francesca, il y a une peinture de la Vierge, voilà un grand manteau. Les humains se mettent dessous. Et vous arrivez à Notre-Dame-du-Lot, et la montagne fait le même mouvement. Et Notre-Dame-du-Lot, c'est très curieux, parce que tout ce qui est construit est à gauche, une sorte de talweg, on va dire, je ne sais pas comment tu appelles ça, à gauche. Et il y a un grand territoire à droite qui ne servait à rien, sauf à des cérémonies en plein air, caché par un mur affreux qui coupait l'ensemble du territoire. Et ces 3-là, on court partout, dans tous les sens, etc. Et à un moment donné, je ne dirais pas qui, dit, c'est pas à gauche qu'il faut le faire, c'est à droite. Et comme c'était pas une église, c'est une église dans le sens banal du terme, mais c'est plutôt un lieu où se retrouvent des pèlerins, parce que le nombre de pèlerins ne cesse d'augmenter d'année en année, donc c'est une église géante, parce qu'elle fait 2300 places. Et l'idée a été de ne pas gêner la basilique existante, qui est de la fin du XVIIe, et de rajouter ce nouveau lieu de culte, mais pris dans la montagne, et c'est pris dans une espèce de dévalement de la montagne, et sur une plateforme existante, l'église se glisse là, ce qui fait que quand on arrivera au lot, si un jour cette église est construite dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, à la rigueur on ne la verra pas. Et donc le site va être conservé intact, tel qu'il était quasiment au XVIIe, malgré des rajouts au fil des dizaines d'années, des siècles, assez calamiteux, qui ne fonctionnent pas entre eux, mais qui pourront être pour partie enlevés ou pour partie réaménagés. Voilà. Oui, je voudrais rajouter aussi qu'il y avait il y avait Di Falco qui était là et qui donnait une autre dimension au programme, entre guillemets, parce que comme programme c'est assez succinct. Et on lui a évidemment posé la question de pourquoi la bergère Benoît, je me souviens plus, Benoît qui avait vu Benoît Trancurel, voilà, qui avait vu les apparitions de la Vierge à cet endroit-là, et comment Di Falco portait
comment ça s'appelle? Il voulait la faire devenir sainte. C'est un mot précis. La béatification. Voilà. Je sais pas le mot. Et comment il pouvait défendre la béatification de Benoît. Il nous avait dit une chose très belle. Il nous avait raconté qu'il avait été interrogé pendant des années, une quinzaine d'années, chaque fois, des fois de façon violente, des fois de façon assez douce. Et il nous a dit, je ne sais pas si elle a dit la vérité, mais je sais qu'elle n'a pas menti. Et je trouvais ça assez beau, et ça pourrait aussi relater l'engagement qu'on pouvait avoir sur ce lieu, parce que comment intervenir dans un lieu comme celui-là. Donc c'était assez intéressant. Donc je ne sais pas si ce qu'elle dit est vrai, mais je sais qu'elle n'a pas menti, ce qui est intéressant quand même. Raphaël. Voilà pour le lot. Et puis quand même un projet en cours. Dernière nouvelle, oui, de l'agence. Certaines des dernières nouvelles de l'agence, mais aussi un projet sur lequel elle a travaillé. C'est un projet de logement qui se trouve à côté de Strasbourg, qui est un projet d'environ 300 logements, qui se trouve là aussi dans un site assez particulier, parce que c'est une zone inondable. Et l'objectif est donc de construire sur des grandes plaques flottantes, enfin flottantes, je vous rassure, elles sont raccrochées au sol quand même, mais sur des grandes plaques, et on vient installer les logements sur ces grandes plaques. Alors Françoise a beaucoup commencé à travailler sur ce projet, et elle avait un défi là aussi, parce qu'elle s'attachait à certains projets parce qu'il y avait un défi particulier. Et sur Bory, le défi premier, c'est d'arriver à construire un silo à parking en bois. Voilà, n'ayons peur de rien. Tout en bois, il est là, il est à droite. On est en train de lancer les études de pro, donc je ne doute pas que ça va bien se passer, pour créer, se dire que la voiture n'est pas forcément contradictoire avec la construction en bois, ou en tout cas que le bois n'est pas contradictoire avec le stationnement des voitures. Voilà. Donc je pense qu'elle aurait beaucoup aimé les discussions à venir, je pense que nous allons avoir avec les services de pompiers et autres bureaux de contrôle. Mais elle était très attachée toujours à défier certaines choses, en tout cas à se dire que c'est pas parce que on se dit que ça ne se fait pas sur le principe et sans raison fondée, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, voilà. Donc Françoise, elle aimait bien dire et pourquoi pas, et puis poser une ambition et faire travailler tout le monde autour. Ça, c'était ce qu'elle savait faire travailler les ingénieurs pour leur démontrer qu'on était capable d'innover et de mettre en place une technologie. C'est ce qu'on a initié à Pajol en travaillant sur ces principes de bois qui portent des dalles béton. Et bien ici, c'est encore autre chose. Je pense que c'est ce qui la motivait dans son travail d'architecte. Dans les dernières années, elle avait pas pris du recul par rapport à l'agence, mais en tout cas, elle avait d'autres activités à côté. Elle avait une activité d'enseignante, dont on parlera tout à l'heure, extrêmement forte. Elle avait engagé tout un processus pour devenir psychanalyste, donc c'était un deuxième volet de sa vie, mais je pense que le lot a participé aussi de toute cette réflexion sur sa relation à l'immatériel et son histoire, comment ça se traduisait, ce qu'elle pouvait apporter à l'autre, au monde, etc. En tout cas, pour éveiller sa réimplication forte dans l'agence, il y avait toujours ces défis qu'elle se mettait pour arriver à persuader la commande, qu'elle soit privée ou publique, qu'on pouvait encore inventer des choses et que le développement durable était du matériau extrêmement riche pour l'innovation. Comme on le disait tout à l'heure, non pas une contrainte, mais au contraire le terreau pour nous forcer à être inventifs. C'est difficile, on se bagarre, ça a été la lutte pour elle, ces discussions sur les aspects réglementaires, mais qu'à travers cette bagarre, on en a sorti de très beaux projets. Et elle croyait fortement encore à cette capacité qu'on avait, nous les architectes, en travaillant en bonne intelligence avec nos collaborateurs, nos confrères et les ingénieurs pour inventer, pour réinventer un autre monde. Voilà, puis ça c'est la dernière diapo que j'ai amenée. C'est une photo que j'aime beaucoup de Françoise parce qu'il y a une chose qu'elle aimait faire, c'était partager. Elle aimait énormément ça. Elle est venue un certain nombre de fois sur cette scène-là pour parler parce qu'elle aimait beaucoup raconter ce qu'elle faisait, ce qu'elle vivait, dispenser, expliquer aux étudiants, partager avec ses collaborateurs. Et ça, c'est bien elle. Voilà, moi je la reconnais bien. C'est ma mère. Je la vois avec mes yeux d'enfant, on va dire, mais je la reconnais bien. Je trouve que c'est elle explique.
Et puis ce qu'on voit à côté, la gonette, alors ça c'est un petit clin d'œil pour dire que la vie d'architecte peut mener à tout. On a reçu un paquet de sollicitations, les enfants, pour utiliser le nom de Françoise. Donc je suis allée à l'inauguration d'un bâtiment de la région du département Loire-Atlantique il y a 2 semaines qui a été baptisé Françoise Hélène Jourda, c'était très sympathique. Et puis on a eu aussi entre autres cette sollicitation-là de la gonette. La gonette, c'est une future monnaie locale, citoyenne, solidaire, qui est en train de se monter à Lyon. Et donc, ils nous ont demandé l'autorisation d'utiliser l'effigie de Françoise pour mettre sur un des billets de cette monnaie locale. Et je trouve que c'est une très belle initiative, c'est une très belle façon de continuer pour elle aussi à partager, à participer à ce projet un peu humaniste, enfin pas un peu, complètement humaniste qu'elle portait en elle. Et à travers cette monnaie locale, et ben, ça perdure. Alors c'est un honneur pour nous, parce qu'il y a quand même les autres personnages qui sont sur les autres billets de 10 ou de 15 gonnettes, etc. C'est l'abbé Pierre, c'est Lucie Aubrac, c'est Jacquard, etc. Donc c'est quand même des personnalités importantes. Donc nous, on est drôlement fiers, voilà. Il faut quand même le dire, on est drôlement fiers. Voilà. Donc comme quoi, la vie d'architecte mène vraiment, y compris à la monnaie. Voilà. Merci.